Installez-vous confortablement et laissez le tumulte du présent s'éloigner. Ce soir, je vous invite à parcourir la vie d'un homme qui ne s'est pas contenté de peindre des chefs-d'œuvre, mais qui a imaginé des machines volantes, étudié le cœur humain avec une précision inouïe, conçu des villes idéales et pressenti des inventions qui ne verront le jour que des siècles plus tard. Vous découvrirez comment un enfant né hors mariage est devenu l'un des esprits les plus vastes de la Renaissance, comment ses peurs, ses doutes et son insatiable curiosité ont façonné notre modernité. Selon vous, Léonard était-il avant tout artiste, scientifique ou visionnaire incompris? Dites-le moi en commentaire, et si cette plongée dans son univers vous intrigue, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vinci, l'enfant illégitime qui observait le monde. Dans un paysage de collines douces et d'oliviers argentés, au cœur de la Toscane, naît en l'an 1452 un enfant destiné à brouiller les frontières entre l'art et la science. Le village s'appelle Vinci. Il ne possède ni cathédrale monumentale, ni palais fastueux. Pourtant, c'est ici que commence l'histoire de Léonard, fils de Ser Piero da Vinci, notaire florentin, et de Caterina, une jeune femme issue du monde paysan. Sa naissance hors mariage marque son destin dès les premiers jours. Dans l'Italie du Quattrocento, l'illégitimité limite l'accès à certaines carrières, notamment universitaires. Léonard ne pourra pas suivre la voie classique des études latines approfondies qui forment juristes et médecins. Mais cette contrainte devient paradoxalement une liberté. Privé de parcours académique traditionnel, il apprend par l'observation directe du monde. Il grandit entre la maison paternelle et la campagne toscane. Les collines, les cours d'eau, les formations rocheuses deviennent ses premiers maîtres. Là où d'autres enfants voient un simple paysage, lui perçoit des structures. La spirale d'un coquillage, la ramification d'un arbre, le mouvement d'un nuage poussé par le vent. Il ne se contente pas de regarder, il analyse. Chaque forme est une énigme. Son père, conscient des talents précoces de son fils, lui offre une éducation soignée, même si elle reste incomplète selon les standards humanistes. Léonard apprend à lire, à écrire, à compter. Mais surtout, il dessine. Le dessin devient son langage. Avant même de comprendre les lois mathématiques qui régissent la perspective, il cherche instinctivement à reproduire la profondeur, la lumière, le volume. L'Italie de son enfance est fragmentée en cités-États rivales. Florence, Milan, Venise, Naples, les États pontificaux. Les tensions politiques sont constantes, mais la compétition nourrit aussi une floraison artistique sans précédent. Les mécènes, familles puissantes et princes ambitieux, financent artistes et ingénieurs pour affirmer leur prestige. Sans le savoir encore, Léonard naît dans un monde qui valorise l'innovation. Son enfance n'est pas marquée par l'opulence, mais elle est imprégnée d'une proximité avec la nature qui influencera toute son œuvre. Plus tard, lorsqu'il dessinera des machines volantes, il s'inspirera des ailes des oiseaux observés dans ces collines. Lorsqu'il étudiera l'anatomie humaine, il appliquera la même attention minutieuse qu'il portait autrefois aux plantes et aux insectes. Il ressent très tôt une différence intérieure. Il ne se satisfait pas des explications toutes faites. Pourquoi l'eau tourbillonne-t-elle ainsi? Pourquoi les ombres s'allongent-elles à certaines heures? Pourquoi les muscles se contractent-ils de cette manière? Ces questions ne le quittent jamais. Elles deviennent le moteur de sa vie. Son statut d'enfant illégitime le place à la marge, mais cette marginalité nourrit son indépendance. Il n'est pas enfermé dans une tradition universitaire rigide. Il pense par lui-même. Il doute. Il expérimente. Cette liberté intellectuelle deviendra sa plus grande force. À l'adolescence, ses talents attirent l'attention. Son père décide alors de l'envoyer à Florence, centre artistique majeur de la péninsule. Ce départ marque une rupture. Il quitte la campagne pour une ville vibrante, dominée par la famille Médicis, où peintres, sculpteurs et architectes redéfinissent la représentation du monde. Dans cette transition se dessine déjà le fil rouge de sa vie. Comprendre la réalité pour mieux la recréer. Il ne cherche pas seulement à représenter la surface des choses, il veut en percer la structure intime.
Derrière chaque visage, il traque l'émotion. Derrière chaque mouvement, il cherche la mécanique invisible. Léonard n'est pas encore le maître universel que l'histoire retiendra. Il est un jeune homme curieux, parfois distrait, souvent absorbé par ses pensées. Il commence des croquis sans toujours les terminer. Il passe d'un sujet à l'autre avec une énergie fébrile. Certains pourraient y voir de l'inconstance. En réalité, il explore. Ce qui le distingue déjà, c'est sa capacité à relier des domaines que d'autres séparent. Pour lui, peindre un bras exige de comprendre les muscles. Dessiner une rivière suppose d'analyser le courant. Imaginer une machine implique d'observer la nature. Il ne compartimente pas le savoir, il le tisse. Son regard sur le monde est à la fois émerveillé et analytique. Il éprouve une fascination presque mystique pour la complexité de la création, mais il refuse de s'en remettre uniquement à la tradition ou à l'autorité. Il veut vérifier par lui-même. Cette exigence l'amènera plus tard à disséquer des corps humains, malgré les interdits, pour comprendre la structure interne. En quittant Vinci pour Florence, il ne quitte pas seulement un village, il franchit un seuil, il entre dans l'histoire. Pourtant, au fond de lui, il restera toujours cet enfant qui observe le vol d'un oiseau et se demande « Et si l'homme pouvait, lui aussi, s'élever dans les airs ?» C'est cette question, née dans les collines toscanes, qui annonce déjà l'homme qui dessinera l'avenir. Installez-vous confortablement et laissez le tumulte du présent s'éloigner. Ce soir, je vous invite à parcourir la vie d'un homme qui ne s'est pas contenté de peindre des chefs-d'œuvre, mais qui a imaginé des machines volantes, étudié le cœur humain avec une précision inouïe, conçu des villes idéales et pressenti des inventions qui ne verront le jour que des siècles plus tard. Vous découvrirez comment un enfant né hors mariage est devenu l'un des esprits les plus vastes de la Renaissance, comment ses peurs, ses doutes et son insatiable curiosité ont façonné notre modernité. Selon vous, Léonard était-il avant tout artiste, scientifique ou visionnaire incompris? Dites-le moi en commentaire, et si cette plongée dans son univers vous intrigue, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Florence, l'atelier de Verrocchio est la naissance d'un génie. Lorsque Léonard arrive à Florence, la ville n'est pas seulement un centre urbain prospère, elle est un laboratoire d'idées. Sous l'influence de la famille Médicis, les artistes bénéficient d'un environnement exceptionnel où la peinture, la sculpture, l'architecture et les sciences dialoguent en permanence. C'est dans ce contexte que le jeune homme entre dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, l'un des maîtres les plus respectés de la cité. L'atelier n'est pas une simple salle de peinture. C'est un espace bouillonnant où l'on façonne des retables, des statues, des décors pour des fêtes publiques, des projets d'ingénierie. On y apprend à mélanger les pigments, à fondre le bronze, à tendre une toile, à calculer des proportions. L'élève ne se limite pas à un seul médium, il devient artisan complet. Léonard, avec son esprit déjà avide de connexion, trouve ici un terrain fertile. Verrocchio remarque rapidement les capacités de son élève. Léonard possède une maîtrise du dessin peu commune. Sa ligne n'est pas seulement précise, elle est vivante. Il capte le mouvement avec une fluidité qui surprend. Selon la tradition, dans le tableau du baptême du Christ, l'un des anges aurait été peint par Léonard, et sa délicatesse aurait éclipsé celle du maître. Qu'il s'agisse d'un récit amplifié par le temps ou d'un fait exact, il témoigne de l'impression profonde qu'il produisait déjà. Mais au-delà de la technique, quelque chose d'autre se développe, une obsession pour la lumière. Léonard observe comment elle glisse sur une surface, comment elle sculpte un visage sans recours à des contours rigides. Il commence à expérimenter ce qui deviendra plus tard le sfumato, cette transition douce entre ombre et clarté qui donne aux figures une présence presque respirante. Florence lui offre également un environnement intellectuel stimulant. Les humanistes redécouvrent les textes antiques. Les artistes étudient les proportions du corps humain selon les principes hérités de Vitruve. Léonard s'immerge dans ces débats, mais il ne les accepte jamais passivement. Il vérifie par l'expérience. Sa curiosité s'étend à la mécanique. Dans l'atelier,
Il observe les systèmes de poulies, les engrenages utilisés pour déplacer des charges lourdes. Il comprend que les lois physiques qui gouvernent ces mécanismes sont aussi présentes dans le corps humain. Le bras fonctionne comme un levier. Les tendons transmettent la force. Déjà, l'artiste se double d'un ingénieur. Pourtant, son tempérament pose problème. Il accepte des commandes qu'il tarde à achever. Il s'absorbe dans des détails au point de retarder la livraison d'une œuvre. Ce trait qui l'accompagnera toute sa vie n'est pas simple négligence. Il révèle une exigence intérieure presque paralysante. Il cherche la perfection, et la perfection lui échappe toujours. Son statut social reste ambigu. Il est talentueux, reconnu, mais il n'appartient pas pleinement à l'élite cultivée formée aux universités. Cette tension nourrit son désir d'apprendre par lui-même. Il remplit des feuillets de croquis, études de drapés, profils de vieillards, expressions fugitives captées dans la rue. Il analyse la diversité des visages comme un naturaliste classerait des espèces. Dans cette Florence, en pleine effervescence, il croise d'autres artistes promis à la gloire. La concurrence est réelle, mais elle agit comme un stimulant. Chaque commande publique devient un défi. Chaque fresque murale est une affirmation de compétence et d'audace. C'est aussi à Florence qu'il développe une sensibilité particulière à l'émotion humaine. Il comprend que peindre un regard ne consiste pas à reproduire une pupille et des paupières, mais à suggérer une pensée intérieure. Cette recherche de l'âme derrière les traits deviendra l'une de ses signatures. Pourtant, malgré les opportunités, Léonard ressent une insatisfaction croissante. Florence valorise la peinture religieuse et les commandes civiques, mais lui aspire à une reconnaissance plus vaste. Il ne veut pas être seulement peintre. Il veut être ingénieur militaire, architecte, organisateur de spectacles, concepteur de machines. Il rêve d'un mécène capable d'embrasser toutes ses ambitions. Ce désir le pousse à regarder vers le nord, vers Milan, où règne Ludovic Sforza. Dans une lettre célèbre, il se présente non comme artiste, mais comme ingénieur capable de construire des ponts légers, des machines de siège, des systèmes hydrauliques. La peinture n'apparaît qu'à la fin, presque comme une compétence supplémentaire. Ce choix révèle une évolution intérieure. L'enfant de Vinci qui observait la nature est devenu un jeune homme persuadé que l'observation peut transformer le monde matériel. L'atelier de Verrocchio lui a donné les outils techniques. Florence lui a offert le cadre intellectuel. Mais son horizon dépasse déjà les murs de la cité. En quittant Florence pour Milan, Léonard n'abandonne pas la peinture. Il élargit simplement son champ d'action. Il s'avance vers un territoire où son génie pourra se déployer dans toute sa diversité. Ainsi s'achève la formation du jeune artiste. Ce n'est plus seulement un apprenti prometteur, c'est un esprit en expansion, prêt à confronter ses idées à l'échelle des grandes cours italiennes, où l'art et le pouvoir s'entrelacent étroitement. La quête de perfection, l'art comme science. Lorsque Léonard quitte Florence pour élargir son horizon, il emporte avec lui plus que des pinceaux et des esquisses. Il emporte une conviction silencieuse. L'art ne peut atteindre sa pleine puissance que s'il s'appuie sur une compréhension rigoureuse des lois qui gouvernent le monde. Cette idée devient le centre de gravité de sa vie. Peindre n'est plus seulement représenter. Peindre devient analyser. À cette époque, de nombreux artistes cherchent à maîtriser la perspective, cette méthode géométrique permettant de créer l'illusion de profondeur sur une surface plane. Mais pour Léonard, la perspective n'est pas un simple outil technique. Elle est la preuve que la vision humaine obéit à des principes mesurables. Il étudie la façon dont les lignes convergent vers un point, comment les objets perdent en netteté avec la distance, comment l'atmosphère modifie les couleurs. Ce qu'il nomme plus tard la perspective aérienne naît de cette observation. Les montagnes lointaines paraissent bleutées non par hasard, mais en raison de l'interposition de l'air. Cette attention à la précision l'amène à s'intéresser à l'optique. Il examine la structure de l'œil, la manière dont la lumière pénètre et se réfléchit. Il comprend que la perception est un phénomène physique autant que mental. Ainsi, lorsqu'il peint un visage, il ne cherche pas seulement la ressemblance extérieure.
Il cherche l'effet lumineux qui donnera l'illusion de la vie. Sa quête de perfection le rend exigeant, parfois excessivement. Il multiplie les études préparatoires. Pour un simple geste de main, il peut dessiner des dizaines de variantes. Il analyse les articulations, la tension des muscles, la position des doigts. Cette méthode ralentit son travail, mais elle approfondit sa compréhension. À Milan, où il s'installe au service de Ludovic Sforza, son approche scientifique se renforce. La cour milanaise valorise les innovations techniques autant que les réalisations artistiques. Léonard est chargé d'organiser des spectacles grandioses pour des fêtes officielles. Il conçoit des décors mobiles, des dispositifs mécaniques capables de faire apparaître des personnages célestes au-dessus de la scène. Chaque représentation devient un laboratoire d'expérimentation. Dans le même temps, il s'intéresse à la géométrie et aux proportions. Il étudie les rapports numériques qui structurent le corps humain. Inspiré par les écrits antiques, il dessine l'homme inscrit dans un cercle et un carré, cherchant à démontrer l'harmonie entre la structure corporelle et les formes géométriques fondamentales. Ce dessin, devenu emblématique, illustre sa conviction que l'homme est une mesure du monde. Cependant, cette recherche d'harmonie s'accompagne d'un doute constant. Léonard sait que la connaissance humaine est limitée. Il écrit que l'expérience est la seule maîtresse véritable. Il refuse de s'en remettre uniquement aux autorités anciennes. Il observe, il teste, il corrige. Cette attitude critique le distingue de nombreux contemporains qui se contentent de commenter les textes hérités. Son perfectionnisme engendre aussi une tension intérieure. Il accepte des commandes prestigieuses, mais les retarde, insatisfait du résultat. Il redoute l'inachèvement autant qu'il le provoque. Cette contradiction le poursuit. Il veut tout comprendre, tout maîtriser, mais le temps et les contraintes matérielles l'empêchent d'atteindre l'idéal qu'il imagine. Dans ses carnets, il note des réflexions sur le mouvement de l'eau, sur la chute des corps, sur la formation des nuages. Il dessine des tourbillons, fasciné par les formes spiralées. Il perçoit une analogie entre les flux de l'eau et les boucles des cheveux humains. Le microcosme et le macrocosme se répondent. Rien n'est isolé. Sa méthode repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Pour représenter fidèlement, il faut comprendre intérieurement. L'artiste devient chercheur, le peintre devient anatomiste, l'ingénieur devient philosophe de la nature. Cette fusion des rôles annonce déjà une conception moderne de la connaissance interdisciplinaire. Pourtant, derrière cette assurance intellectuelle, subsiste une inquiétude. Léonard sait qu'il avance sur des terrains parfois sensibles, notamment lorsqu'il envisage d'explorer le corps humain de manière approfondie. La curiosité le pousse vers des domaines que la morale et la religion surveillent étroitement. Il mesure le risque, mais la soif de savoir l'emporte. Sa quête de perfection ne vise pas seulement la beauté esthétique. Elle cherche à révéler l'ordre caché du monde. Chaque tableau devient une tentative de saisir cet ordre. Chaque schéma mécanique, une tentative de le reproduire. À Milan, il commence à concevoir des projets d'ingénierie hydraulique pour améliorer les canaux et contrôler les cours d'eau. Là encore, l'art et la science s'entrelacent. La gestion de l'eau exige une compréhension fine des forces naturelles. Il observe comment les courants érodent les berges, comment les obstacles modifient le flux. Ces études nourrissent à la fois ses dessins techniques et ses arrière-plans picturaux. Ce moment de sa vie marque une transition décisive. Léonard ne se contente plus d'être un artiste talentueux au service d'un mécène. Il devient un penseur systémique. Il cherche des lois universelles. Il veut percer les mécanismes invisibles qui relient toutes choses. Ainsi se renforce le fil rouge de son existence, comprendre pour anticiper. En étudiant les structures du présent, il entrevoit des possibilités futures. Ses croquis de machines, encore rudimentaires, témoignent déjà de cette projection vers l'inédit. La quête de perfection n'est donc pas une simple ambition personnelle. Elle est une méthode, une discipline intérieure, une manière d'habiter le monde en le questionnant sans relâche. Et dans cette tension permanente entre observation et imagination, Léonard avance vers une étape nouvelle,
mettre son génie au service direct du pouvoir politique et militaire, où la science peut devenir instrument de domination autant que promesse de progrès. Milan et Ludovic Sforza, l'ingénieur au service du pouvoir. Lorsque Léonard s'installe durablement à Milan, il entre dans un univers très différent de la Florence républicaine qu'il a connue. Ici, le pouvoir est concentré entre les mains d'un prince ambitieux, Ludovic Sforza, surnommé le Mort. La cour milanaise est un théâtre politique où l'art n'est jamais neutre. Il sert à impressionner, à affirmer une légitimité, à projeter une image de puissance. Dans la lettre qu'il adresse à Ludovic, Léonard adopte un ton stratégique. Il ne met pas en avant ses talents de peintre en premier lieu. Il se présente surtout comme ingénieur militaire. Il promet des ponts légers et transportables, des machines capables d'assiéger ou de défendre une cité, des systèmes pour détourner des cours d'eau. Cette hiérarchisation révèle sa compréhension du contexte. Un prince veut d'abord consolider son pouvoir. À Milan, Léonard trouve un terrain d'expérimentation à grande échelle. Ludovic lui confie des projets variés, parfois grandioses. L'un des plus emblématiques est la conception d'un monument équestre colossal en l'honneur de Francesco Sforza, père du duc. Léonard consacre des années à étudier l'anatomie du cheval, à analyser la tension musculaire, l'équilibre, la dynamique du mouvement. Il réalise des dessins d'une précision remarquable, cherchant à représenter non seulement la forme, mais la force contenue dans la posture. Ce projet dépasse la simple sculpture. Il implique des calculs techniques complexes pour fondre une masse de bronze d'une taille inédite. Léonard conçoit des procédés pour couler le métal en une seule pièce. Il doit penser la structure interne, la répartition du poids, la stabilité. Le défi est immense. Bien que le monument ne soit jamais achevé en raison des événements politiques et militaires, l'ambition du projet témoigne de l'audace intellectuelle de son concepteur. Parallèlement, Léonard participe à des travaux d'ingénierie hydraulique. Milan dépend fortement de ces canaux pour le commerce et l'irrigation. Il étudie les systèmes d'écluses, améliore les mécanismes permettant de réguler le niveau de l'eau. Son approche est toujours empirique. Il observe les flux, note les variations, dessine des schémas détaillés. Cette immersion dans les problématiques pratiques renforce son intérêt pour la mécanique. Il conçoit des engrenages, des dispositifs de transmission de mouvement, des systèmes d'élévation. Pour lui, chaque machine est une extension des principes naturels. Il ne sépare jamais technique et observation biologique. Le fonctionnement d'un mécanisme renvoie à celui d'un organisme vivant. Mais servir un prince implique aussi une dimension morale complexe. Les machines de guerre qu'il imagine pourraient détruire autant qu'elles protègent. Léonard est conscient de cette ambivalence. Ses carnets montrent un esprit fasciné par la puissance technique, mais également sensible aux conséquences humaines. Il admire l'ingéniosité, sans ignorer le coût potentiel. À la cour, il organise également des spectacles somptueux pour célébrer des mariages et des alliances. Ses mises en scène combinent musique, décors, machineries ingénieuses. Il transforme l'espace en univers symbolique, où le pouvoir politique se pare d'images mythologiques. Chaque représentation devient un manifeste visuel. Dans cet environnement, Léonard affine son identité multiple. Il n'est plus seulement peintre ou ingénieur, il est stratège visuel. Il comprend que l'image peut influencer les perceptions collectives. La représentation du pouvoir façonne la réalité politique. Pourtant, derrière les apparences de réussite, subsiste une fragilité. La stabilité de Milan dépend d'équilibres diplomatiques précaires. Les rivalités entre puissances italiennes et étrangères menacent constamment. Léonard évolue dans un monde où la chute d'un mécène peut entraîner la dispersion de tout un réseau artistique. Cette incertitude nourrit sa prudence. Il conserve ses carnets, accumule ses idées, comme s'il pressentait que le contexte peut basculer à tout moment. Son esprit ne cesse jamais de travailler. Même lorsqu'il répond à des commandes officielles, il poursuit des recherches personnelles. À Milan, il commence également à s'intéresser plus intensément à l'anatomie humaine. Bien que cette étude atteigne son apogée plus tard, les bases sont posées ici. Il observe les expressions, les gestes, les attitudes des courtisans.
Il cherche à comprendre la relation entre mouvement corporel et émotion intérieure. Sa position auprès de Ludovic Sforza lui offre une reconnaissance et des ressources, mais elle l'expose aussi aux aléas politiques. Lorsque les armées françaises envahissent Milan à la fin du siècle, l'équilibre s'effondre. Les projets sont interrompus. Le grand cheval de bronze, destiné à devenir symbole de puissance, ne verra jamais le jour. Cet échec n'est pas seulement matériel, il marque une transition psychologique. Léonard comprend que la création dépend des circonstances historiques. Le génie individuel ne suffit pas à garantir l'aboutissement d'une œuvre. Le temps, la guerre, la politique interviennent. Pourtant, au lieu de céder au découragement, il transforme cette instabilité en nouvelle opportunité. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, se renforce. Si les structures politiques sont fragiles, alors il faut investir dans des connaissances qui dépassent les régimes. Ainsi s'achève son cycle milanais initial, une période d'expansion intellectuelle, de projets monumentaux, d'apprentissage au contact du pouvoir. Il quitte Milan enrichi d'expériences, mais aussi conscient de la précarité des ambitions humaines. Son chemin va désormais le conduire vers des territoires plus instables encore, où la guerre et la stratégie militaire prendront une dimension concrète et où son rôle d'ingénieur sera confronté à la réalité du champ de bataille. Machine de guerre et rêve de paix. Lorsque le pouvoir milanais vacille sous la pression des armées étrangères, Léonard se retrouve confronté à une réalité plus brutale que les schémas tracés dans ses carnets. L'Italie, morcelée en cités ambitieuses, devient le terrain d'affrontement entre puissances européennes. Les alliances changent, les forteresses tombent, les condottieri vendent leurs services aux plus offrants. Dans cet environnement instable, le génie technique n'est plus seulement un outil de prestige, il devient une arme stratégique. Après la chute de Ludovic Sforza, Léonard entame une période d'errance qui le conduit notamment au service de César Borgia. Ce dernier, fils du pape Alexandre VI, mène une campagne militaire pour consolider son autorité sur divers territoires. Léonard est nommé ingénieur et architecte militaire. Il inspecte des fortifications, conçoit des plans pour renforcer des cités, imagine des systèmes défensifs adaptés aux nouvelles techniques d'artillerie. Cette mission le place au cœur du théâtre de la guerre. Il observe les remparts, les fossés, les tours vulnérables aux boulets de canon. Il comprend que les anciennes fortifications médiévales ne résistent plus aux armes à poudre. Il propose des bastions plus bas et plus épais, capables d'absorber l'impact. Il dessine des structures angulaires pour éviter les angles morts et faciliter la défense croisée. Dans ses carnets apparaissent également des machines offensives, chars blindés propulsés par la force humaine, dispositifs à projectiles multiples, ponts mobiles pour franchir rapidement les rivières. Certaines de ces conceptions resteront théoriques, d'autres témoignent d'une compréhension fine des principes mécaniques. Pourtant, derrière ces inventions se profile une tension morale. Léonard est fasciné par la mécanique du mouvement, par la coordination des forces, par l'efficacité d'un système bien conçu. Mais il est aussi sensible à la violence qu'implique leur usage. Ses notes laissent entrevoir une conscience aiguë de la destruction inhérente à la guerre. Cette ambivalence traverse toute sa pensée. Il admire la puissance technique, mais il ne glorifie pas la brutalité. Lorsqu'il observe les effets des armes sur les corps, il ne peut ignorer la souffrance humaine. Cette prise de conscience nourrit peut-être son intérêt croissant pour l'anatomie. Comprendre la fragilité du corps renforce la perception de sa vulnérabilité face aux machines conçues pour le briser. Son rôle auprès de César Borgia exige rigueur et mobilité. Il parcourt des territoires, cartographie des régions avec une précision remarquable pour l'époque. Ces cartes ne sont pas de simples esquisses symboliques. Elles traduisent une volonté de mesurer, d'ordonner l'espace. La cartographie devient un outil de pouvoir, mais aussi une manifestation de sa quête d'exactitude. Dans cette phase de sa vie, Léonard n'est plus seulement observateur. Il intervient directement dans des contextes où ses idées peuvent modifier l'issue d'un siège ou la solidité d'une cité. Cette responsabilité donne un poids concret à ses conceptions. Le dessin cesse d'être abstraction. Il devient plan d'action. Cependant, la carrière de César Borgia connaît elle aussi des revers. Les alliances se défont, les ambitions se heurtent à des forces supérieures.
Léonard comprend que l'ingéniosité technique ne peut compenser indéfiniment l'instabilité politique. Cette constatation renforce son désir de se consacrer à des recherches plus universelles, moins dépendantes des circonstances militaires. Il ne renonce pas à l'ingénierie. Au contraire, il élargit son champ d'investigation. Les machines de guerre coexistent dans ses carnets avec des projets d'architecture civile, de systèmes hydrauliques pour assainir des villes, de dispositifs destinés à améliorer la vie quotidienne. Cette dualité reflète un esprit qui ne se laisse pas enfermer dans une seule finalité. À travers ses conceptions militaires, Léonard explore les limites de la force humaine amplifiée par la technique. Mais il entrevoit aussi un avenir où la connaissance pourrait servir davantage à construire qu'à détruire. Les mêmes principes mécaniques qui permettent de concevoir un char blindé peuvent servir à imaginer une machine agricole ou un dispositif de levage. Son regard sur la guerre n'est pas romantique. Il en perçoit la logique froide, les calculs stratégiques, les erreurs fatales. Il comprend que le progrès technique transforme les règles du conflit. Cette lucidité nourrit une réflexion plus large sur la responsabilité de l'inventeur. À mesure qu'il avance en âge, une aspiration plus profonde se dessine. Utiliser la compréhension des lois naturelles pour améliorer l'existence humaine. Les machines volantes qu'il esquisse ne sont pas conçues pour bombarder, mais pour explorer. Les systèmes hydrauliques qu'il imagine pourraient prévenir les inondations et assainir les villes. Dans cette période marquée par la violence et l'instabilité, Léonard affine sa vision du futur. Il sait désormais que le savoir peut être instrumentalisé, mais il persiste à croire qu'il peut aussi ouvrir des horizons nouveaux. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, prend ici une dimension éthique. Anticiper ne signifie pas seulement prévoir le mouvement d'une armée, cela signifie imaginer les conséquences à long terme des inventions humaines. Ainsi, après avoir traversé les réalités concrètes de la guerre, Léonard s'oriente vers une exploration plus intime et audacieuse, le corps humain lui-même. Là, dans le silence des salles d'études, loin du fracas des armes, il poursuivra sa quête de vérité avec une intensité renouvelée. L'anatomie secrète. Comprendre le corps pour comprendre la vie. Après avoir arpenté les forteresses et observé les conséquences de la guerre, Léonard dirige son regard vers un territoire plus discret, mais infiniment complexe, le corps humain. Si ses études mécaniques visaient à amplifier la force, ses recherches anatomiques cherchent désormais à comprendre la source même de cette force. Pour lui, le corps n'est pas seulement une enveloppe charnelle, c'est une architecture vivante, un système d'une précision remarquable. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe, la dissection humaine reste un domaine délicat, encadré par des restrictions religieuses et sociales. Pourtant, dans certaines villes italiennes, notamment à Florence et plus tard à Milan, des autorisations ponctuelles permettent aux médecins d'étudier des cadavres. Léonard profite de ces opportunités. Il ne se contente pas d'observer à distance. Il dissèque, note, mesure. Ces dessins anatomiques témoignent d'une rigueur exceptionnelle. Ils représentent les muscles en couches successives, les tendons, les os, les articulations. Il analyse la structure du crâne, la disposition des vertèbres, la forme du cœur. Chaque planche révèle une volonté de précision presque obsessionnelle. Contrairement aux représentations schématiques traditionnelles, ces figures semblent respirer. Léonard comprend que pour représenter un geste crédible en peinture, il faut saisir la mécanique interne qui le rend possible. La contraction d'un muscle, la rotation d'une articulation, la tension d'un tendon ne sont pas des détails secondaires. Ils conditionnent l'expression du mouvement. Cette conviction transforme sa pratique artistique. Mais ses recherches ne se limitent pas à la surface visible. Il s'interroge sur le fonctionnement des organes. Il étudie les cavités du cœur, les valves, le flux sanguin. Bien qu'il ne dispose pas des instruments modernes, il propose des hypothèses étonnamment proches de la réalité concernant la dynamique des fluides à l'intérieur du corps. Son intérêt pour l'eau, déjà manifeste dans ses études hydrauliques, trouve ici un écho biologique. Le parallèle entre circulation sanguine et courant d'une rivière illustre son approche unificatrice. Pour lui, les mêmes lois naturelles gouvernent les fleuves et les veines.
L'homme n'est pas séparé du monde, il en est une expression particulière. Cette vision renforce le fil rouge de son existence, comprendre les structures invisibles qui relient toutes choses. Ces carnets montrent également des études du fœtus dans l'utérus, une représentation d'une délicatesse remarquable. Il cherche à saisir l'origine de la vie, la manière dont l'être humain se développe. Cette curiosité n'est pas froide, elle est traversée par un respect silencieux pour la complexité de la création. Cependant, travailler sur des cadavres exige un courage particulier. Les conditions sont difficiles. L'odeur, la décomposition rapide, l'inconfort matériel rendent l'expérience éprouvante. Léonard persévère. Il sait que chaque observation directe lui offre une connaissance que les livres ne peuvent transmettre. Il ne publie pourtant pas ses travaux de son vivant. Ses dessins restent dans ses carnets, écrits souvent en écriture spéculaire, de droite à gauche. Ce choix a suscité de nombreuses interprétations. S'agit-il d'un désir de secret, d'une habitude pratique pour un gaucher, d'une précaution face à la controverse? Quelle qu'en soit la raison, cette écriture renforce l'image d'un esprit qui pense à l'écart des conventions. Ses recherches anatomiques transforment aussi sa conception de la beauté. Il ne la définit plus seulement par l'harmonie des proportions extérieures, mais par la cohérence interne. Un visage est beau lorsqu'il exprime la vie intérieure, soutenue par une structure organique maîtrisée. Cette immersion dans l'anatomie accentue sa conscience de la fragilité humaine. Après avoir conçu des machines capables de détruire, il observe maintenant la délicatesse des tissus, la précision des connexions nerveuses. Il perçoit la vulnérabilité inhérente à chaque être. Dans cette tension entre puissance et fragilité, Léonard affine sa vision du monde. La connaissance devient un moyen de respect autant que de maîtrise. Comprendre le corps, c'est reconnaître sa complexité et sa valeur. Ses études influencent directement ses œuvres picturales. Les gestes des personnages gagnent en crédibilité, les expressions deviennent plus nuancées. Le mouvement semble naturel, non forcé. L'art se nourrit de la science, et la science s'enrichit de l'œil artistique. Léonard ne voit aucune contradiction entre disséquer un corps et peindre une Madone. Dans les deux cas, il cherche la vérité. La spiritualité et l'observation empirique ne sont pas opposées, elles se complètent dans son esprit. À travers ses recherches secrètes, il poursuit son ambition silencieuse, dessiner l'avenir. Non pas un avenir abstrait, mais un monde où la connaissance empirique éclaire la création artistique et technique. Alors que son exploration du corps humain atteint une maturité impressionnante, un autre domaine l'attire avec une intensité comparable. La nature dans son ensemble, les roches, l'eau, l'air. Après avoir sondé l'intérieur de l'homme, il va élargir son regard vers les forces vastes qui façonnent la planète. Léonard est la nature, l'eau, les roches et le ciel. Après avoir pénétré les profondeurs du corps humain, Léonard élargit son champ d'observation à une échelle plus vaste encore. S'il a cherché à comprendre l'architecture intime de l'homme, il veut désormais saisir celle de la terre elle-même. Pour lui, la nature n'est pas un décor, elle est un organisme dynamique, traversé de forces invisibles, soumis à des lois qu'il s'efforce de déchiffrer avec la même rigueur qu'il applique à l'anatomie. L'eau occupe une place centrale dans ses recherches. Il la considère comme le sang de la planète. Il observe les rivières, les remous, les vagues. Il dessine des tourbillons avec une précision presque hypnotique. Ces spirales ne sont pas de simples motifs esthétiques, elles sont l'expression d'un principe fondamental de mouvement. Il comprend que l'eau érode, transporte, façonne les reliefs. Elle transforme lentement la surface terrestre. Ces études hydrauliques ne sont pas théoriques. À Milan et dans d'autres régions, il propose des projets pour améliorer les canaux, prévenir les inondations, optimiser l'irrigation. Il analyse les pentes, la vitesse du courant, la résistance des matériaux. Chaque schéma témoigne d'un esprit qui cherche à concilier observation scientifique et application pratique. Mais l'eau n'est qu'un aspect de son attention à la nature. Léonard s'intéresse également aux formations rocheuses. En parcourant les campagnes,
Il remarque des coquillages fossiles incrustés dans des montagnes éloignées de la mer. Contrairement à certains contemporains qui expliquent ces phénomènes par le récit du déluge, il envisage des processus géologiques plus lents et complexes. Il suppose que ces coquillages témoignent d'anciens fonds marins progressivement soulevés. Cette capacité à remettre en question les explications traditionnelles révèle un esprit indépendant. Léonard ne rejette pas les croyances de son époque, mais il les confronte à l'observation directe. Si les faits ne correspondent pas aux interprétations reçues, il explore d'autres hypothèses. Cette méthode expérimentale annonce une approche scientifique moderne. Son regard se tourne également vers le ciel. Il observe les nuages, la trajectoire des oiseaux, les variations de lumière au fil de la journée. Le vol le fascine depuis l'enfance. Il dissèque des ailes d'oiseaux pour comprendre la structure des plumes, la disposition des os légers, la mécanique du battement. Il imagine des machines capables de reproduire ces mouvements. Ces esquisses d'engins volants témoignent d'une audace remarquable. Certaines reposent sur des ailes battantes inspirées directement des oiseaux. D'autres proposent des dispositifs à hélices, préfigurant le principe du rotor. Bien que les matériaux et les connaissances de son temps ne permettent pas la réalisation effective de ces machines, l'intuition est là. L'homme peut étudier la nature pour dépasser ses propres limites. Dans ses carnets, il établit des parallèles constants entre phénomènes naturels et mécanismes techniques. Les tourbillons d'eau l'aident à comprendre la dynamique des fluides dans le cœur humain. Les structures des ailes inspirent ses conceptions mécaniques. La croissance des plantes lui suggère des principes d'organisation harmonieuse. Cette vision unifiée du monde repose sur une idée simple mais puissante. Tout est interconnecté. Les mêmes lois gouvernent le mouvement d'un fleuve et celui d'un muscle, la formation d'un nuage et la circulation du sang. L'artiste, l'ingénieur et le naturaliste cohabitent dans un même esprit. Cependant, cette immersion dans la nature n'est pas intellectuelle. Elle comporte une dimension émotionnelle. Léonard éprouve un émerveillement profond devant la complexité et la beauté des phénomènes qu'il observe. Ces paysages peints ou dessinés ne sont pas de simples arrière-plans. Ils expriment une compréhension intime des forces géologiques et atmosphériques. Dans ces tableaux, les montagnes semblent sculptées par des processus réels. Les cours d'eau serpentent selon des trajectoires plausibles. L'atmosphère enveloppe les figures d'une brume subtile. La nature devient un acteur à part entière, participant à la dramaturgie de la scène. Son étude des éléments renforce également sa conscience du temps. Les transformations géologiques s'opèrent sur des durées immenses. Les rivières creusent les vallées lentement. Les roches témoignent d'époques révolues. Cette perception élargie du temps contraste avec l'instabilité politique qu'il a connue. Face aux bouleversements humains, la nature suit son rythme propre. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, trouve ici une dimension cosmique. Anticiper, c'est percevoir les tendances inscrites dans les phénomènes naturels. En étudiant le vol des oiseaux, il pressent la possibilité d'un vol humain. En analysant l'érosion des roches, il comprend la dynamique de la transformation terrestre. À mesure qu'il approfondit sa relation à la nature, Léonard se prépare à réaliser l'une de ses œuvres les plus célèbres, où science, observation psychologique et maîtrise picturale se conjuguent avec une intensité inédite. Cette œuvre ne sera pas seulement une peinture religieuse, elle deviendra une exploration du mouvement intérieur de l'âme humaine. La scène. Peindre le mouvement de l'âme. Lorsque Léonard entreprend de peindre la scène dans le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan, il ne s'agit pas simplement d'illustrer un épisode biblique. Il s'agit de capturer un instant de rupture, un moment où la parole bouleverse l'équilibre d'un groupe. Le Christ vient d'annoncer que l'un des apôtres le trahira. Cette phrase suspend le temps. Et Léonard veut représenter non pas le geste extérieur, mais l'onde intérieure qui traverse chaque individu. Contrairement aux représentations traditionnelles où les figures sont souvent alignées de manière statique, il organise la scène autour d'un centre invisible. Le regard du spectateur converge vers le Christ, placé au point de fuite de la perspective. La géométrie de la pièce renforce la stabilité de cette figure centrale. Les lignes architecturales dirigent l'œil vers lui,
créant un équilibre presque mathématique. Mais autour de cette stabilité s'anime un tumulte humain. Les apôtres réagissent chacun différemment à l'annonce. Certains se penchent vers leurs voisins, cherchant une explication. D'autres reculent, stupéfaits. Un geste s'élève, un regard s'assombrit, une main se crispe. Léonard a étudié l'expression des émotions avec minutie. Chaque posture traduit une psychologie. Ce qui distingue cette œuvre, c'est la cohérence entre structure géométrique et dynamique émotionnelle. Le Christ incarne le calme, le centre immobile. Les groupes d'apôtres, répartis par ensemble de 3, forment des vagues successives de réactions. L'équilibre global n'efface pas la diversité des réponses individuelles. Léonard choisit une technique expérimentale pour réaliser la fresque, préférant une méthode qui lui permet de travailler lentement et d'affiner les détails. Ce choix, motivé par son désir de perfection, aura des conséquences sur la conservation de l'œuvre qui se dégradera rapidement. Mais à ce moment précis, son objectif est clair, dépasser les limites de la fresque traditionnelle. Il passe des heures à observer des visages dans la rue, à étudier les attitudes de surprise, de doute, de colère. Il ne veut pas de figures génériques, il cherche des caractères. Judas n'est pas isolé par un simple placement à part, il est intégré au groupe, mais son corps se replie, sa main serre la bourse. La trahison est suggérée par l'attention, non par une séparation grossière. Cette attention aux détails émotionnels prolonge ses recherches anatomiques. Il sait que la moindre contraction musculaire peut trahir un état intérieur. Les mains deviennent aussi expressives que les visages. Le mouvement circule dans la composition comme un courant invisible. La lumière joue également un rôle essentiel. Elle éclaire le Christ de manière subtile, tandis que les ombres enveloppent certaines figures, accentuant la profondeur dramatique. Léonard maîtrise l'effet atmosphérique, rendant la scène presque palpable. Dans cette œuvre, le fil rouge de sa vie apparaît clairement, comprendre pour anticiper. Il comprend les lois de la perspective pour structurer l'espace. Il comprend l'anatomie pour crédibiliser les gestes. Il comprend la psychologie humaine pour traduire l'émotion. La peinture devient synthèse de toutes ces recherches. La scène n'est pas seulement une commande religieuse, elle est un manifeste artistique. Elle montre que l'art peut rivaliser avec la philosophie et la science dans sa capacité à révéler la complexité humaine. Chaque personnage semble habité d'une vie intérieure distincte. Cependant, le travail sur cette fresque accentue aussi la réputation de Léonard comme artiste lent et perfectionniste. Il peut passer une journée entière à contempler le mur sans appliquer de peinture, absorbé dans la réflexion. Certains contemporains s'impatientent, lui refusent de sacrifier la profondeur à la rapidité. Le résultat, malgré les altérations ultérieures, marque durablement l'histoire de l'art. Les générations suivantes y verront un tournant dans la représentation narrative. L'émotion n'est plus figée, elle circule. À travers cette œuvre, Léonard démontre que la peinture peut saisir un instant psychologique avec la précision d'une étude scientifique. Il ne représente pas seulement un événement, il en capture la résonance intérieure. Pourtant, alors que la scène assoit sa renommée, la stabilité politique de Milan s'effrite de nouveau. Les bouleversements historiques l'obligeront à quitter la ville. Une nouvelle phase d'errance s'ouvre, où son génie devra s'adapter à des contextes changeants. Errance et retour. Florence. César Borgia et l'instabilité. Lorsque Milan tombe sous la pression des armées françaises à la fin du XVe siècle, le monde que Léonard avait patiemment investi se dissout brutalement. Les ateliers se dispersent, les projets sont abandonnés, les mécènes perdent leur pouvoir. Le grand monument équestre destiné à honorer Francesco Sforza ne verra jamais le jour. Ce choc n'est pas seulement politique, il est existentiel. Léonard comprend que le génie individuel ne peut se déployer que dans un cadre stable, et que ce cadre peut disparaître en quelques semaines. Commence alors une période de déplacements successifs. Il retourne brièvement à Florence, mais la ville a changé. Les équilibres politiques se sont transformés. Les idéaux religieux ont pris une tonalité plus austère après le passage de Savonarola. L'atmosphère n'est plus celle de son apprentissage. Il n'est plus le jeune élève prometteur. Il est désormais un maître reconnu, mais son identité reste mouvante.
C'est dans ce contexte qu'il entre au service de César Borgia, figure redoutée et ambitieuse. En tant qu'ingénieur militaire et architecte, Léonard parcourt les territoires contrôlés par ce chef de guerre. Il inspecte des fortifications, mesure des distances, établit des cartes d'une précision remarquable. Ses relevés topographiques témoignent d'une approche méthodique. Il ne se contente pas d'esquisser des contours symboliques, il cherche à traduire fidèlement la configuration du terrain. Cette expérience approfondit sa compréhension stratégique de l'espace. Une carte n'est pas seulement une représentation, c'est un instrument de décision. En traçant les routes, les rivières, les collines, il anticipe les mouvements possibles d'une armée. L'observation devient prévision. Mais servir César Borgia signifie aussi évoluer dans un climat de tension constante. Les alliances sont fragiles, les trahisons fréquentes. Léonard observe ce théâtre politique avec lucidité. Il sait que la faveur d'un puissant peut se transformer en danger. Cette conscience renforce sa prudence. Il avance, mais conserve une distance intérieure. Durant cette période, son intérêt pour l'ingénierie défensive s'intensifie. Il étudie comment adapter les fortifications au progrès de l'artillerie. Il conçoit des bastions angulaires capables de résister aux boulets de canon. Il réfléchit à des systèmes de communication entre tours. Chaque solution naît d'une analyse précise des contraintes. Pourtant, malgré l'importance de ses missions, son esprit ne s'enferme pas dans la seule logique militaire. Ses carnets continuent d'accumuler des études sur le mouvement de l'eau, la structure des nuages, la mécanique des machines. Même au cœur de l'instabilité, il poursuit sa quête de cohérence universelle. Lorsque la carrière de César Borgia décline à son tour, Léonard retourne à Florence. Il y trouve une scène artistique en pleine rivalité. Michel-Ange est présent, jeune et déjà célèbre pour sa puissance sculpturale. Raphaël commence à se faire un nom. La concurrence est intense. Chacun cherche à affirmer sa vision. Léonard reçoit la commande d'une fresque représentant une bataille pour le Palazzo Vecchio. Il conçoit un projet ambitieux, centré sur l'intensité psychologique du combat. Les études préparatoires montrent des chevaux cabrés, des visages déformés par la rage, des gestes violents. Il cherche à saisir l'énergie brute du conflit. Cependant, fidèle à son tempérament perfectionniste, il expérimente une technique nouvelle pour la fresque. Le résultat se révèle instable. L'œuvre reste inachevée. Cet épisode renforce son image d'artiste génial, mais incapable de conclure certains projets monumentaux. Cet inachèvement n'est pas simple échec. Il révèle une tension constante entre ambition et matérialité. Léonard vise une intensité expressive qui dépasse les méthodes traditionnelles. Il préfère risquer l'innovation plutôt que se satisfaire d'un procédé éprouvé. Au milieu de ces rivalités artistiques, il commence à travailler sur un portrait qui deviendra l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire, celui d'une femme florentine, Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo. Ce tableau, que l'on nommera plus tard la Joconde, l'accompagnera pendant des années. Il ne le considère pas comme une simple commande. Il en fait un laboratoire d'expérimentation picturale. Dans cette période d'errance et de retour, Léonard apparaît comme un homme sans attache fixe, mais non sans direction. Le fil rouge de sa vie demeure, comprendre les mécanismes du monde pour en saisir la logique profonde. Même lorsque les circonstances le contraignent à se déplacer, sa recherche intérieure reste stable. Il apprend à s'adapter au contexte changeant. Il navigue entre mécènes, cités et projets. Il ne s'identifie pas exclusivement à un lieu ou à un prince. Son véritable territoire est celui de la connaissance. À travers ses déplacements, il développe une forme de détachement. Il sait désormais que la gloire dépend de facteurs extérieurs. Ce qui lui appartient réellement, ce sont ses carnets, ses idées, sa capacité à observer et à imaginer. L'instabilité politique, loin de l'écraser, renforce sa détermination à poursuivre des recherches qui dépassent les régimes. L'art et la science deviennent des refuges durables face aux aléas du pouvoir. C'est dans ce climat de rivalité et de maturité artistique qu'il approfondit son travail sur la Joconde, œuvre où s'exprime peut-être le plus clairement sa compréhension du mystère humain. La Joconde, le mystère d'un sourire. À Florence, au début du XVIe siècle,
Léonard entreprend un portrait qui dépasse rapidement le cadre d'une commande privée. La femme qu'il représente s'appelle Lisa Gherardini, épouse du marchand Francesco del Giocondo. Rien, à première vue, ne distingue ce projet d'autres portraits de la Renaissance. Pourtant, ce tableau va devenir une synthèse silencieuse de toute sa recherche. Léonard ne se contente pas de reproduire les traits de son modèle. Il cherche à saisir une présence. Il installe Lisa devant un paysage imaginaire, composé de montagnes brumeuses, de routes sinueuses, de cours d'eau lointains. Ce décor n'est pas anecdotique. Il reflète son étude approfondie des phénomènes naturels. Les formations rocheuses semblent façonnées par des processus géologiques plausibles. L'atmosphère enveloppe la scène d'une profondeur progressive. Le visage est éclairé avec une subtilité extrême. Les contours ne sont pas nets. Ils se dissolvent dans le sfumato. Cette technique, perfectionnée au fil des années, permet une transition imperceptible entre lumière et ombre. Le résultat donne l'impression que la peau respire, que le regard vibre. Mais ce qui fascine le plus, c'est le sourire. Il n'est ni éclatant, ni figé. Il semble apparaître et disparaître selon l'angle sous lequel on observe le tableau. Cette ambiguïté n'est pas accidentelle. Léonard comprend les mécanismes de la perception visuelle. Il sait que la vision périphérique capte différemment les contrastes. En modulant délicatement les ombres autour de la bouche, il crée une expression changeante. Ce portrait devient pour lui un laboratoire psychologique. Il cherche à représenter un état intérieur plutôt qu'une simple physionomie. Le regard de la Joconde ne fixe pas un point précis. Il semble suivre le spectateur. Cette interaction subtile donne au tableau une dimension presque vivante. Contrairement à d'autres commandes qu'il abandonne, Léonard conserve cette œuvre auprès de lui pendant des années. Il la retouche, l'affine, la transporte lorsqu'il se déplace. Ce choix révèle l'importance qu'il lui accorde. La Joconde n'est pas seulement le portrait d'une femme florentine, elle est l'aboutissement d'une réflexion sur la représentation de l'âme. Dans cette œuvre, le fil rouge de sa vie atteint une forme d'équilibre. L'observation scientifique de la lumière, la compréhension anatomique des muscles du visage, l'étude des paysages naturels et la quête de vérité psychologique convergent en une seule image. Le paysage en arrière-plan, avec ses ponts et ses chemins, peut être interprété comme une métaphore du passage. L'humanité se tient entre nature et culture, entre stabilité et mouvement. Le visage calme contraste avec la complexité du décor. Cette tension subtile crée une profondeur narrative. La Joconde témoigne également de son indépendance vis-à-vis des conventions. Le modèle n'est pas représenté avec des attributs ostentatoires de richesse. L'attention se concentre sur l'expression, sur la relation silencieuse entre sujet et spectateur. Cette capacité à suggérer plutôt qu'à affirmer correspond à son tempérament réfléchi. Léonard ne cherche pas à imposer une signification unique. Il laisse place à l'interprétation. Le mystère devient partie intégrante de l'œuvre. En travaillant sur ce portrait, il démontre que la peinture peut rivaliser avec la philosophie dans l'exploration de la conscience humaine. Il n'y a pas de discours explicite, mais une interrogation permanente. Que ressent-elle? Que pense-t-elle? Que percevons-nous réellement? La Joconde cristallise sa maturité artistique. Elle incarne la synthèse de décennies d'études. Chaque nuance de couleur, chaque transition lumineuse reflète des années d'expérimentation. Alors que cette œuvre s'impose progressivement comme une réalisation exceptionnelle, Léonard continue d'accumuler des notes et des croquis dans ses carnets. Ces pages, remplies d'idées, constituent un univers parallèle à ses tableaux. Les carnets. Écrire à l'envers pour penser librement. Si ces tableaux ont traversé les siècles comme des icônes, ces carnets révèlent une autre dimension, plus intime et plus vaste encore. Léonard y consigne des milliers de pages de notes, de schémas, d'observations. Ces feuillets ne sont pas ordonnés selon un plan rigoureux. Ils ressemblent à un flux continu de pensées, où un dessin d'ailes mécaniques côtoie une étude d'anatomie, une réflexion sur la lumière ou un projet d'architecture. Ce qui frappe immédiatement, c'est son écriture inversée, tracée de droite à gauche. Pour lire ces notes aisément, il faut utiliser un miroir,
Plusieurs interprétations ont été proposées. Léonard est gaucher et cette manière d'écrire lui permet d'éviter de tacher l'encre fraîche. Mais il est également possible qu'il ait souhaité préserver une certaine confidentialité. Dans une époque où certaines de ses recherches pouvaient susciter l'incompréhension, voire la critique, cette écriture rendait l'accès moins immédiat. Ces carnets ne sont pas de simples journaux personnels. Ils constituent un espace d'expérimentation intellectuelle. Il y développe des hypothèses sur la mécanique, la géométrie, l'hydraulique, l'optique. Il dessine des machines destinées à voler, à plonger sous l'eau, à déplacer des charges massives. Chaque idée est accompagnée d'annotations précises, parfois de calculs. Il note aussi des réflexions philosophiques. Il insiste sur la primauté de l'expérience. Pour lui, l'autorité des textes anciens ne suffit pas. La vérité doit être vérifiée par l'observation directe. Cette position, audacieuse pour son époque, renforce son image d'esprit indépendant. Les carnets témoignent également de son insatiable curiosité. Il s'interroge sur le bruit des vagues, sur la formation des ombres, sur la croissance des plantes. Il examine les proportions du corps humain, les lois du mouvement, la résistance des matériaux. Rien ne semble trop petit ou trop grand pour retenir son attention. Cette accumulation d'idées donne l'impression d'un esprit en perpétuel mouvement. Pourtant, il ne publie pas ses recherches de son vivant. Elles restent à l'état de notes privées. Cette absence de diffusion immédiate limite leur impact direct sur ses contemporains. Mais elle renforce le caractère visionnaire de son travail. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, est particulièrement visible dans ces pages. Il ne se contente pas de décrire le monde, il imagine des applications futures. Ces croquis de machines volantes ne sont pas des fantaisies gratuites. Ils résultent d'une analyse attentive du vol des oiseaux et des principes aérodynamiques rudimentaires qu'il perçoit. Il s'intéresse aussi aux machines hydrauliques capables de drainer des marais ou d'irriguer des terres. Il réfléchit à des dispositifs de plongée permettant à un homme de rester sous l'eau. Il conçoit des systèmes de transmission de mouvement qui anticipent des développements ultérieurs. Ces carnets révèlent une méthode: observer, dessiner, annoter, corriger. Léonard n'est pas un théoricien abstrait. Il pense par le dessin. Le trait devient outil de raisonnement. En traçant une ligne, il teste une idée. En modifiant un angle, il explore une solution alternative. L'absence d'ordre systématique peut donner l'impression d'un désordre. Pourtant, une cohérence profonde traverse ces pages. Chaque domaine étudié renvoie à un autre. L'anatomie éclaire la mécanique. L'hydraulique éclaire la circulation sanguine. La géométrie éclaire la perspective picturale. Ces carnets constituent le prolongement de son esprit. Ils témoignent d'une liberté intérieure rare. Libéré des contraintes immédiates des commandes, Léonard y explore sans limite. Cependant, cette liberté a un prix. Le manque de publication empêche la reconnaissance immédiate de certaines intuitions. Son génie scientifique restera en grande partie méconnu jusqu'à la redécouverte progressive de ses manuscrits des siècles plus tard. À travers ces pages, on perçoit aussi un homme conscient de la brièveté de la vie face à l'immensité des questions. Il note des projets qu'il n'aura pas le temps d'achever. Il imagine des expériences qu'il ne pourra pas toujours réaliser. Les carnets incarnent ainsi une tension constante entre ambition et limites humaines. Ils montrent un esprit qui refuse de se satisfaire de réponses partielles, mais qui doit composer avec le temps. Alors que ses recherches se poursuivent, Léonard se retrouve à Rome, dans un environnement marqué par la présence d'autres géants de la Renaissance. Là, une rivalité silencieuse et stimulante l'attend. Rome est la rivalité silencieuse avec Michel-Ange et Raphaël. Lorsque Léonard se rend à Rome au début du XVIe siècle, la ville connaît une effervescence artistique exceptionnelle. Les papes ambitionnent de transformer la cité en capitale spirituelle et visuelle de la chrétienté. Des chantiers monumentaux s'ouvrent, des fresques couvrent les murs des palais pontificaux. Michel-Ange travaille à la voûte de la chapelle Sixtine. Raphaël décore les appartements pontificaux. L'atmosphère est compétitive, presque électrique. Léonard arrive dans ce contexte en homme déjà mûr,
porteur d'une réputation immense, mais aussi d'une image d'artiste lent et perfectionniste. Contrairement à Florence ou à Milan, Rome ne lui offre pas immédiatement une commande majeure équivalente à celle de ses rivaux. Il bénéficie de la protection de Giuliano de Médicis, frère du pape Léon X, mais son rôle reste plus discret. Cette situation peut être interprétée comme un déclassement relatif. Michel-Ange impose sa puissance expressive par des figures sculpturales tendues, musclées, héroïques. Raphaël séduit par la clarté harmonieuse de ses compositions. Léonard, lui, poursuit une voie plus introspective, centrée sur l'ambiguïté psychologique et la subtilité atmosphérique. La rivalité n'est pas forcément faite d'affrontements directs, elle est silencieuse, intellectuelle. Chaque artiste incarne une vision différente de la Renaissance. Michel-Ange célèbre la force monumentale du corps. Raphaël valorise l'équilibre et la grâce classique. Léonard explore le mystère intérieur et la complexité des phénomènes naturels. À Rome, Léonard continue ses recherches scientifiques. Il s'intéresse notamment à l'optique et aux effets de la lumière. Il examine des miroirs, étudie la réflexion et la réfraction. Cette démarche témoigne d'une fidélité à son fil conducteur, approfondir la compréhension des lois naturelles. Cependant, il doit composer avec un environnement moins favorable à ses expérimentations techniques ambitieuses. Les ressources et les commandes se concentrent ailleurs. Cette relative marginalisation peut être ressentie comme une frustration. Mais elle ne brise pas sa détermination. Il travaille sur des projets d'ingénierie hydraulique, réfléchit à des moyens d'assécher les marais pontins. Il propose des solutions techniques adaptées aux réalités locales. Même sans fresque monumentale à son nom dans la ville, il continue d'élaborer des idées. La présence de Michel-Ange et de Raphaël agit comme un miroir. Léonard mesure l'évolution de l'art. Il constate que la génération suivante impose une énergie nouvelle. Plutôt que d'entrer dans une confrontation directe, il approfondit son propre chemin. Sa peinture devient encore plus subtile, plus enveloppée de mystère. Il n'a plus besoin de démontrer sa virtuosité technique. Il cherche à affiner l'expression, à explorer des nuances presque imperceptibles. Dans ce climat de rivalité, il prend conscience du passage du temps. Les jeunes artistes gagnent en influence. Lui approche de la fin de sa vie active en Italie. Cette lucidité ne l'amène pas à renoncer, mais à concentrer ses efforts sur des recherches essentielles. Le fil rouge, comprendre pour anticiper, prend ici une dimension introspective. Anticiper signifie désormais penser à l'héritage. Que restera-t-il de ces idées? Comment ces recherches pourront-elles être comprises dans l'avenir? Cette question trouve une réponse inattendue lorsqu'un roi étranger manifeste un intérêt profond pour son travail. Un souverain jeune et ambitieux l'invite à quitter l'Italie pour s'installer en France. Ainsi s'ouvre une nouvelle étape de son existence, loin des rivalités romaines, dans un cadre où son expérience sera honorée comme un trésor vivant. La France et François Ier. La reconnaissance tardive. Lorsque Léonard accepte l'invitation du roi François Ier, il franchit un seuil décisif. Il quitte l'Italie, terre de sa formation, de ses triomphes et de ses rivalités, pour rejoindre la cour de France. Le jeune souverain, passionné par l'art et la culture italienne, voit en lui plus qu'un peintre. Il reconnaît un esprit universel, un symbole vivant de la Renaissance. Le voyage vers la France marque une transition profonde. Léonard n'est plus l'artiste en quête de mécènes instables. Il devient un hôte prestigieux, accueilli avec respect. Il s'installe au Clos Lucé, près du château d'Amboise, où le roi réside fréquemment. Cette proximité géographique traduit une proximité intellectuelle. François Ier apprécie les conversations avec Léonard. Il voit en lui un conseiller, un penseur, presque un sage. En France, Léonard apporte avec lui plusieurs œuvres, dont la Joconde. Ce choix est révélateur. Il considère ce tableau non comme une simple commande livrée et oubliée, mais comme une part intime de son parcours. En conservant cette œuvre, il transporte aussi le fruit de ses recherches sur la lumière, l'expression et le mystère humain. À la cour française, son rôle évolue.
Il n'est plus engagé dans des rivalités artistiques directes comme à Florence ou à Rome. Il devient une figure de référence. Le roi lui confie le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du royaume. Cette reconnaissance tardive compense en partie les frustrations passées. Léonard propose des projets architecturaux ambitieux, notamment des plans pour des résidences royales et des systèmes d'aménagement hydraulique. Il réfléchit à l'organisation d'espaces urbains plus rationnels, intégrant des considérations sanitaires et esthétiques. Ces idées témoignent d'une vision globale, où l'architecture doit répondre aux besoins pratiques tout en incarnant une harmonie. Son état de santé décline progressivement, mais son esprit reste vif. Il continue de dessiner, d'annoter, de réfléchir. Les carnets l'accompagnent jusqu'au bout. Ils deviennent un prolongement de sa mémoire. La relation avec François Ier dépasse la simple relation entre mécène et artiste. Le roi incarne une génération nouvelle, ouverte aux influences étrangères, avide d'innovation. En accueillant Léonard, il affirme sa volonté de faire de la France un centre culturel majeur. Pour Léonard, cette période offre une forme d'apaisement. Il n'a plus à courir après des commandes instables. Il peut transmettre, expliquer, conseiller. Son rôle devient plus contemplatif. Il observe le monde avec le recul de l'expérience. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, trouve ici une dimension testamentaire. Il ne s'agit plus seulement d'imaginer des machines ou d'explorer des lois naturelles, mais de laisser une empreinte durable. La France lui offre un cadre stable pour ces dernières années. Entouré de respect, il peut mesurer le chemin parcouru depuis les collines de Vinci jusqu'aux résidences royales françaises. Cette reconnaissance tardive ne supprime pas les inachèvements de sa carrière. Plusieurs projets restent à l'état d'esquisse, mais elle confirme que son œuvre dépasse les frontières politiques. Dans le calme relatif du Clos Lucé, Léonard médite sur le temps, sur la fragilité humaine, sur la puissance de la connaissance. Il approche de la fin de son parcours, conscient que l'avenir jugera son travail. Dernières années à Amboise, méditer sur le temps et la mort. Au Clos Lucé, près d'Amboise, Léonard vit ses dernières années dans un environnement différent de tout ce qu'il a connu auparavant. Il n'est plus l'ingénieur itinérant au service de princes instables, ni l'artiste en compétition dans les grandes cités italiennes. Il est désormais un maître âgé, honoré par un roi qui voit en lui l'incarnation vivante d'un âge d'or intellectuel. Son corps, cependant, commence à trahir le génie infatigable. Une paralysie partielle de la main droite limite sa capacité à peindre comme autrefois. Pour un homme dont le dessin était le prolongement naturel de la pensée, cette contrainte est profonde. Pourtant, loin de se replier sur la frustration, il adapte son énergie. Il dicte, il explique, il transmet. Le Clos Lucé devient un lieu de réflexion plus que de production spectaculaire. Léonard y médite sur les thèmes qui ont traversé toute son existence. Le mouvement, la transformation, la relation entre l'homme et la nature. Le temps, désormais, n'est plus une abstraction géologique observée dans les roches. Il devient une réalité personnelle. Il relit ses carnets, organise certains feuillets, en laisse d'autres à l'état brut. Ces pages accumulées au fil des décennies représentent un monde intérieur immense. Il sait qu'il n'aura pas le temps de transformer toutes ses idées en réalisations concrètes. Cette conscience n'est pas une défaite, elle est lucidité. Les échanges avec François Ier demeurent importants. Le roi, plus jeune de plusieurs décennies, écoute les réflexions du maître avec admiration. La relation entre les deux hommes symbolise un passage de témoin. L'Italie a été le berceau de la Renaissance. La France aspire à en prolonger l'élan. Dans ces dernières années, Léonard semble accorder encore plus d'importance à l'observation des phénomènes naturels. Les variations de lumière, le passage des saisons, la fluidité de l'eau continuent de l'inspirer. Même affaibli physiquement, son esprit demeure attentif. La question de la mort ne l'effraie pas comme une rupture brutale. Il l'envisage comme une étape inscrite dans l'ordre naturel. De même que les rivières rejoignent la mer, la vie suit un cycle. Cette vision s'accorde avec sa conception unifiée du monde. Il n'a pas fondé d'école formelle comparable à celle d'autres artistes.
Son héritage repose davantage sur l'exemple d'une méthode que sur une doctrine rigide. Observer, expérimenter, relier les disciplines, telle est la leçon qu'il laisse. À Amboise, il n'est plus animé par l'urgence de prouver son talent. Il contemple plutôt l'ampleur de ce qu'il a tenté. Il sait que certaines de ses intuitions seront comprises plus tard, lorsque la science progressera. La date de sa mort survient en l'an 1519. Il laisse derrière lui des œuvres célèbres, mais aussi une multitude de notes et de projets. Son corps disparaît, mais son esprit demeure inscrit dans ses dessins et ses idées. Ses dernières années ne sont pas marquées par l'amertume. Elles sont traversées par une forme de sérénité intellectuelle. Il a cherché à comprendre le monde avec une intensité rare. Il a relié l'art et la science dans une synthèse originale. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, trouve ici son aboutissement. Anticiper ne signifie pas tout réaliser soi-même. Cela signifie ouvrir des voies que d'autres emprunteront. Ainsi, dans le calme du Clos Lucé, Léonard de Vinci conclut un parcours commencé dans un village toscan modeste. Il laisse derrière lui un horizon élargi. L'héritage, l'homme qui dessinait l'avenir. Lorsque l'on considère l'ensemble de la trajectoire de Léonard, une question s'impose. Qu'a-t-il réellement laissé au monde? Ces tableaux sont peu nombreux comparés à d'autres maîtres de la Renaissance. Plusieurs projets monumentaux sont restés inachevés. Beaucoup de ses recherches scientifiques n'ont pas été publiées de son vivant. Et pourtant, son nom est devenu synonyme de génie universel. Son héritage ne réside pas uniquement dans des œuvres achevées, mais dans une méthode. Léonard a refusé de cloisonner les disciplines. Il a montré qu'un artiste pouvait être anatomiste, qu'un ingénieur pouvait être philosophe de la nature, qu'un peintre pouvait s'appuyer sur l'optique et la géométrie pour approfondir son art. Cette approche interdisciplinaire anticipe des conceptions modernes de la recherche. Ses études anatomiques, redécouvertes bien plus tard, révèlent une précision en avance sur son époque. Ses analyses des flux d'eau, de l'érosion et des fossiles témoignent d'une intuition géologique remarquable. Ses conceptions de machines volantes, même irréalisables avec les moyens techniques de son temps, illustrent une compréhension précoce des principes aérodynamiques fondamentaux. Mais son héritage est aussi artistique. La Joconde, la Seine et d'autres œuvres ont redéfini la représentation de l'émotion humaine. Il a démontré que le visage pouvait devenir un espace d'exploration psychologique complexe. Il a transformé la lumière en outil narratif. Le fil rouge de sa vie, comprendre pour anticiper, traverse cet héritage. Léonard n'a pas cherché à accumuler la gloire immédiate. Il a cherché à comprendre les lois du monde pour imaginer ce qui pourrait advenir. En cela, il a véritablement dessiné l'avenir. Sa figure incarne une tension toujours actuelle. Comment concilier spécialisation et vision globale? Comment relier les savoirs sans les réduire? Son exemple rappelle que la créativité naît souvent à l'intersection des domaines. Léonard n'était ni un magicien, ni un prophète isolé. Il était un observateur méthodique, un expérimentateur patient, un penseur curieux. Son génie tient à la persévérance autant qu'à l'intuition. Aujourd'hui encore, ses carnets inspirent chercheurs, ingénieurs, artistes. Ils témoignent d'une liberté intellectuelle rare, d'un refus de se satisfaire de réponses superficielles. Ils invitent à regarder le monde avec attention, à questionner les évidences. En reliant l'art, la science et l'imagination, Léonard a tracé une voie qui dépasse son époque. Il a montré que comprendre profondément le présent permet d'entrevoir des possibles insoupçonnés. Son héritage ne se limite pas à des musées ou à des bibliothèques. Il réside dans cette invitation permanente à observer, à relier, à explorer. En cela, il reste l'homme qui dessinait l'avenir. Merci pour votre attention attentive tout au long de ce récit. Avant de nous quitter, j'aimerais revenir à la question posée au début. Selon vous, Léonard de Vinci était-il avant tout artiste, scientifique ou visionnaire? Ou bien est-ce précisément le fait d'avoir refusé de choisir qui fait sa singularité? Votre point de vue m'intéresse réellement. Partagez-le en commentaire. C'est souvent dans l'échange que les idées prennent une nouvelle dimension.
Si cette exploration de la vie de Léonard vous a apporté une compréhension plus profonde de son époque et de son esprit, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela permet de continuer à proposer des récits immersifs, exigeants et documentés. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.